Évolution et génétique du développement. T'as déjà entendu des citations du style « On partage 98,6% de notre ADN avec les chimpanzés et 50% de notre ADN avec les drosophiles ». Pour tout avouer, c'est pas exactement le cas. C'est plutôt 50% de nos gènes, qui ne représentent qu'une petite portion des longues molécules d'ADN de nos cellules. Mais ça reste quand même spectaculaire. Ça veut dire que la moitié des instructions pour faire un humain sont identiques à celles pour faire une drosophile. Et de ça, j'ai envie de remarquer deux choses. 1. Même si on ne se ressemble pas, on a quand même beaucoup de fonctions et de structures en commun. On doit respirer, on doit faire des divisions cellulaires, on doit maintenir un équilibre des ions à l'intérieur et l'extérieur de la cellule, etc. En fait, biologiquement, on fait beaucoup de choses similaires. 2, mais surtout, ce que j'ai envie d'aborder ici, c'est que des modifications légères de quelques gènes peuvent avoir un très gros impact sur le développement des individus. Parce que non seulement on partage beaucoup de notre ADN, mais aussi, quand on regarde les mécanismes de l'évolution, les mécanismes de mutation et sélection naturelle sur base du phénotype semblent a priori vachement lents pour faire évoluer des espèces de manière aussi spectaculaire que la disparition des dents chez les oiseaux ou la différence entre la forme du crâne des chimpanzés et des humains. Quelques millions d'années ne suffiraient pas à la vitesse à laquelle se produisent les mutations et la sélection naturelle. La clé pour comprendre tout ça, c'est la notion de gènes homéotiques. Ce sont des gènes qu'on a découverts qui gouvernent le développement de l'individu. On peut les imaginer un peu comme les gènes architectes de l'organisme. Ils disent que faire et où, genre ici on met la bouche ou ici on fait un bras, mais ces gènes homéotiques ne le font pas eux-mêmes. Ah non, ils vont pas se salir les mains, ils sont bien au-dessus de toutes ces tâches-là. Non, on va pas se salir les mains, on est bien au-dessus de toutes ces tâches-là. Ces gènes homéotiques, ils lancent la chaîne de commande. Et puis sous eux, ils activent une série d'autres gènes, ces gènes-là vont en activer d'autres, qui vont en activer d'autres, etc. Il y a des niveaux de hiérarchie très stricts entre les gènes du développement, un peu comme une grande société d'architectes où il y a celui en chef et puis il y a les plus exécutants, et puis au final il y a ceux qui vont travailler avec la société de construction, qui elle va travailler avec des sous-traitants, qui travaillent eux-mêmes avec d'autres sous-traitants, et toute cette chaîne de commande est très bien organisée pour qu'au final, ça construise la maison que tu es, toi, ton organisme. Le tout est si bien organisé et préparé qu'on a vu que certaines protéines synthétisées par les gènes homéotiques sont même déjà prêtes dans l'ovocyte et attendent la fécondation pour passer à l'action. Et autre chose de fou, ces gènes homéotiques sont non seulement hyper identiques au sein d'une espèce, mais aussi entre espèces différentes, voire même entre grands groupes de l'évolution. On a fait des expériences bizarres en transférant un gène homéotique d'une espèce à une autre, du style mets le gène homéotique de l'humain pour construire un œil à cet endroit-ci chez une drosophile. Et on a vu que cette instruction fonctionne. La mouche qui a reçu un gène humain homéotique pour dire où faire un œil, elle va en effet faire un œil, mais 2 mouches à l'endroit où on l'avait dit que ça devait se passer. Ça fait des expériences un peu bizarres, hein, je suis d'accord avec toi. Mais le message, c'est plutôt que les instructions, elles sont conservées à travers les différentes espèces et les différents groupes de l'évolution. Alors, le plus fascinant, selon moi, c'est que les mutations de gènes homéotiques montrent qu'une évolution peut avoir lieu rapidement si ça entraîne une cascade d'événements rapides. Par exemple, les serpents sont des reptiles sans pattes. Pourquoi ? Simplement parce que les gènes homéotiques qui disent « fais une patte ici ou une patte là » sont désactivés. Et ça donne d'ailleurs envie de savoir ce qui se passe si on parvenait à réactiver des serpents avec des pattes. Ça explique aussi des phénomènes rapides d'évolution comme les transformations spectaculaires d'un sous-groupe de dinosaures pour former les oiseaux d'aujourd'hui, notamment via la désactivation des gènes homéotiques provoquant l'apparition de la dentition chez les dinosaures. Aujourd'hui, les oiseaux ont ces gènes homéotiques désactivés. Ils ne fabriquent plus de dents. Ou encore, et ça c'est un de mes exemples préférés, dans la divergence entre les humains et les chimpanzés, donc même si on a plus de 98% de nos gènes en commun,
Une des différences, c'est la forme du crâne, qui chez les chimpanzés va fortement évoluer entre le stade bébé et le stade adulte, comme tu peux le voir ici sur cette image. Alors que chez les humains, la forme du crâne change très peu entre l'âge de bébé et l'âge adulte. C'est parce qu'il y a eu, au cours de notre évolution, la désactivation de gènes homéotiques provoquant le changement de forme des os du crâne chez les humains. Ce qui fait que nous, humains, on a gardé des crânes de bébé toute notre vie. Ils sont plus grands, mais ils gardent cette même forme générale au lieu de changer, de s'allonger et de s'aplatir. Et en fait, tant mieux, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de place pour le cerveau, et particulièrement pour le cortex préfrontal, cette zone derrière ton front, où se déroule beaucoup de la pensée complexe propre à notre genre humain. En conclusion donc, les gènes homéotiques ont des rôles fondamentaux dans le développement d'êtres vivants, et des mutations sur ces gènes ont des impacts spectaculaires sur l'évolution des espèces.